Vous suivez l'actualité toute l'année? Laissez-la vous suivre, même en vacances. De la politique internationale aux nouvelles locales, restez informés où que vous soyez. Cet été, on a l'info qu'il vous faut avec l'appli Info de Radio-Canada. Téléchargez l'appli. Nous sommes le mardi 18 août. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous pour commencer cette nouvelle journée. J'espère que vous allez bien. Les heures passent et il n'y a toujours pas d'entente entre le Canada et les États-Unis. De nouveaux tarifs pourraient donc être imposés dès la nuit prochaine. On a appris de nos collègues de la colline à Ottawa que Donald Trump et Mark Carney se sont parlé au cours des dernières heures. Que se sont-ils dit? Quelle était la teneur, le ton de la conversation? Pas de détails pour le moment, mais on sait, en tout cas, on a la confirmation que les deux hommes se sont parlé. Il pourrait bien y avoir des développements au cours de la journée d'aujourd'hui et mon collègue Alexandre Lepoutre sera avec nous pour nous donner les derniers détails. On va faire ensemble le tour également de ce qui est écrit, de ce qui retient l'attention à la une des quotidiens de ce matin. Il est entre autres beaucoup question de Churchill Falls, grande annonce hier avec la première ministre du Québec, le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador et Mark Carney également, premier ministre canadien. On y revient beaucoup, plusieurs éditoriaux consacrés à ce sujet. Et on va surveiller aussi aujourd'hui une annonce qualifiée d'importante par le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, au sujet de la souveraineté. Il doit faire pas tant une conférence de presse qu'une publication sur ses réseaux, un communiqué également un peu plus tard ce matin. A dit qu'il allait se rendre disponible aussi ensuite pour répondre aux différentes questions. Ça va faire partie des éléments que l'on va surveiller dans l'actualité pour vous aujourd'hui. Un tour de table avec l'équipe qui est avec moi déjà ce matin. Julie-Jasmine Boudreau aux actualités culturelles. Bonjour Julie-Jasmine. Bonjour Mathieu. Olivier Pellerin au sport et Véronique Méran à la météo. Bonjour. Bonjour. Julie-Jasmine, on va revenir un peu plus tard à l'émission sur le Walk of Fame. Oui. Donc, ces étoiles à Hollywood, à Los Angeles. Donc, une étoile pour la chanteuse Angélique Kidjo. Oui, voilà. Et c'est la première chanteuse, artiste africaine à recevoir cet honneur. Ça avait été annoncé il y a quand même un certain temps, mais ça va se passer aujourd'hui. Alors, une occasion en or, bien sûr, d'écouter sa musique. Parfait. On va y revenir dans les prochaines minutes. Faisons le tour des plus récentes nouvelles du sport avec Olivier Pellerin. Les Sœurs Williams qui ont offert une belle opposition à leur retour en double à Cincinnati. C'est le tournoi de Cincinnati en ce moment. Serena Williams qui avait fait son retour un peu plus tôt cette année en double, souvenez-vous, après cette longue absence, elle l'avait fait avec Victoria Mboko. C'était au tournoi de Queens. Ça s'était écourté parce que Victoria Mboko s'était blessée. Elle avait joué aussi Serena Williams un deuxième tournoi en double. Parce que les partisans et partisanes voulaient voir, c'est surtout le retour des deux sœurs, Venus et Serena Williams en double. Pourquoi? Parce qu'elles ont remporté déjà 14 titres du Grand Chelem ensemble, 3 médailles olympiques. Et à 44 ans et 46 ans, donc Serena, 44 ans, et Venus, 46, ont fait leur retour hier ensemble. Premier match qu'elles disputent ensemble depuis 2022. Et elles ont offert une belle opposition à Marta Kostyuk et Peyton Stearns. Un match qu'elles ont perdu, par contre, mais un match qu'elles ont perdu en 3 manches. Donc, elles ont perdu la première manche avant de s'adjuger la deuxième au compte de 6-1. Et lors de la dernière manche, elles ont mis beaucoup de pression sur leurs adversaires et malheureusement se sont avouées vaincues dans le match d'hier. On a vu une foule nombreuse pour se déplacer pour ce match. Ouais. Oui, elles sont très populaires. Ce ne serait pas surprenant, en fait. Je pense qu'on peut presque déjà annoncer qu'elles vont recevoir une invitation pour participer au tournoi de double féminin aux internationaux des États-Unis. L'année dernière, Venus l'avait fait avec Leilani Fernandez. Elles avaient atteint les quarts de finale et ça avait attiré beaucoup l'attention des partisans et partisanes, même si les deux sœurs n'étaient pas réunies à ce moment. Donc, ce ne serait pas surprenant de voir cette invitation être confirmée au cours des prochaines heures, prochains jours. Serena Williams a dit que c'était un cool retour avec sa sœur. That was cool. Elles ont perdu d'ailleurs la première manche 6-2 et Serena a mis ça sous le compte de la rouille. Elles ont chassé ça ensuite pour offrir quand même un bel affrontement. C'est une belle image de voir, peut-être une image du passé, de ce qu'aura été la domination du tennis féminin il y a de ça quelques années, mais quand même, c'était réjouissant de les voir se retrouver sur le terrain, ces deux sœurs.
Sinon, aujourd'hui, on surveillera entre autres Félix Auger-Aliassime qui dispute son match de 3e tour contre l'Argentin Juan Manuel Cerundolo. En double féminin, il y a Gabriela Dabrowski qui passe, elle, au tour suivant, tout comme Leilani Fernandez qui sera en action aujourd'hui avec l'Italienne Sara Errani. Elles seront de retour contre l'Australienne Maya Joint et la Taïwanaise Chan Wao-Ching. Et on a eu une belle nouvelle hier parce que se profile tranquillement ce match de 2e tour de qualification de la Coupe Davis. Et hier, Tennis Canada a confirmé l'alignement pour ce duel qui aura lieu d'ailleurs au Centre Vidéotron à Québec les 18 et 19 septembre prochains. Et on retrouve Félix Auger-Aliassime à la tête de ce contingent canadien qui affrontera la France. Donc Félix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo, Liam Draxl et Duncan Chan seront présents pour défendre l'équipe canadienne. C'est quand même un beau quatuor pour affronter la France qui est 6e au monde. Le Canada est 12e. Ce sera intéressant de voir comment le Canada pourra tirer son épingle du jeu contre une jeune équipe française qui promet beaucoup, mais surtout de retrouver Félix Auger-Aliassime un peu dans son patelin à Québec. Ce sera intéressant de voir ce qu'ils pourront faire sur le terrain. Parlons de baseball, ça va mieux pour les Blue Jays dans ce temps-ci et ça va encore mieux quand les adversaires nous aident. Oui, parce que les Rays de Tampa Bay, qui seront d'ailleurs les prochains adversaires dès ce soir dans une série 3 matchs contre les Jays de Toronto, hier, ils ont battu les Orioles de Baltimore, une victoire de 7-6. Même si les Orioles ont poussé jusqu'en dernière manche, ils avaient un coureur sur les sentiers et les Rays ont réussi à fermer les livres et à remporter ce match 7-6. Ça vient aider les Blue Jays de Toronto parce qu'ils sont dans une course pour une place en séries éliminatoires. On sait que ça a été très difficile cette saison, mais là, ils sont sur une très bonne séquence. Ils ont remporté leurs 6 dernières séries et c'est ce qui leur permet comme ça d'être à un demi-match seulement d'une place en séries éliminatoires, ce que tous les amateurs de baseball et les amateurs des Blue Jays de Toronto croyaient impossible il y a de ça quelques semaines à peine. Voilà que les bâtons se remettent à produire, les jeux défensifs se font, les lanceurs sont très bons aussi et c'est ce qui permet donc aux amateurs des Blue Jays de peut-être espérer un retour en séries éliminatoires. J'ai pas dit série mondiale. Non, j'ai dit quand même. séries éliminatoires. Il y a pas mal de baseball à jouer d'ici la série mondiale. On va se garder quand même une petite gêne. Parfait. Merci Olivier, bonne journée. Un plaisir, au revoir. Prévision de la météo, Véronique, à quoi ça ressemble? C'est encore quand même humide aujourd'hui. Oui, hier, ça l'était pas mal. Lourd. Ce matin, on le sent aussi. Bon, peut-être que la journée sera un petit peu moins lourde que celle d'hier parce qu'on n'a pas de précipitations aujourd'hui. On retrouve déjà de belles éclaircies. Là. Soleil qui va se lever 5h58 à Montréal ce matin. Se couche avant 20h. C'est 19h57. On le voit. Ça paraît. On le remarque. Mais quand même, la tendance pour les prochains jours, c'est quand même assez intéressant. Belle journée aujourd'hui. Des températures de 24 à 26 degrés. Peut-être un ciel un peu plus variable en après-midi, mais dans l'ensemble, c'est du beau temps. L'indice humidex sera autour de 30, 31. Donc, oui, c'est l'été, mais quand même pas des conditions qui seront assez accablantes. Hier matin, je pense que c'est grimpé jusqu'à 33, 34 en termes d'humidex. Alors là, ce sera un petit peu moins. La nuit prochaine, évidemment, les nuages s'installent. C'est du 13 à 15 degrés, 17 pour la région de Montréal. Et là, demain, on a passage d'un front. Donc, ça va engendrer des averses, quelques orages. Ça pourrait commencer dès la matinée. Donc, averses dispersées, risque d'orage. Ça se poursuit comme ça sur les régions sud et centre jusqu'en fin d'après-midi. Et par la suite, il y aura dégagement du beau temps jeudi, vendredi, samedi, avec des températures estivales. Quand on dit 24, 26 degrés, peut-être même un peu plus que ça samedi, c'est quand même des conditions qui sont agréables. Du côté de l'Abitibi, cependant, ça s'ennuage cet après-midi. Les averses, les orages commenceront ce soir autour de 23, 24 degrés. Tout l'est du Québec va bénéficier d'une belle journée. Donc, le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, des températures de 21, 23. Un ciel en mélange soleil-nuage, ennuagement ce soir. Il y aura des précipitations demain. En territoire ontarien, beau ce matin. Nord et sud et centre, ça s'ennuage cet après-midi. Les averses, les orages se pointent. 21-23 sur la portion nord, 24 à 27 sur la portion sud, où il fera beau aujourd'hui. Averses et orages en après-midi, fin de journée, Toronto, Windsor, pas avant la soirée pour Ottawa. Et dans l'ouest, c'est le beau temps. De Vancouver, incluant tout le territoire des prairies, le soleil domine. Les températures sont estivales et ça se poursuivra comme ça une bonne partie de la semaine de ce côté-là. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Je
Je vous le disais au début de l'émission, la question des négociations, de la négociation commerciale entre le Canada et les États-Unis, évidemment, ça va retenir l'attention au cours des prochaines heures. Alexandre Lepoutre sera avec nous dans les prochaines minutes, mais c'est aussi en une du Globe and Mail de ce matin. Les négociations s'intensifient à l'approche de l'échéance tarifaire fixée par Donald Trump. C'est ce que titre le quotidien, en nous rappelant que hier, les principaux émissaires du premier ministre Mark Carney se sont entretenus avec le secrétaire au commerce Howard Lutnick. C'est l'un des membres les plus influents du cabinet de Donald Trump. Et il pourrait permettre au Canada d'obtenir les allègements tarifaires réclamés par le pays. Mais il a également l'habitude de se quereller ou de se chamailler avec les dirigeants canadiens. Donc, qu'est-ce que cette rencontre a donné? On ne le sait pas encore. Il y a 3 sources au fait des négociations qui ont déclaré au Globe que les États-Unis maintiennent fermement leur position sur les automobiles, laissant l'un des dossiers les plus difficiles à régler pour la dernière ligne droite des négociations. L'une des 3 sources à qui le Globe a pu parler a dit que le fait que les responsables canadiens aient rencontré M. Lutnick, ça constituait quand même un pas encourageant, même si M. Lutnick a l'habitude parfois de dénigrer le Canada, rappelez-vous, et le Globe le rappelle, qu'il avait convaincu plus tôt cette année Donald Trump de retarder l'ouverture de ce nouveau pont Gordie Howe financé par le Canada, qui relie donc le Canada aux États-Unis. Donc certains détails qui ont filtré un peu comme ça dans le Globe and Mail de ce matin. En une du Devoir, on revient sur Churchill Falls. Est-ce que Churchill Falls sera un enjeu électoral? C'est la question que pose le Devoir de ce matin. L'avenir de l'entente énergétique de 70 milliards dépendra du résultat des élections au Québec, dit Christine Fréchette pour la première ministre. Ça passe ou ça casse si les Québécois veulent que l'entente énergétique de 70 milliards conclue avec Terre-Neuve et Labrador se concrétise. Ils devront voter pour la coalition Avenir Québec. La première ministre, donc, et chef de la CAQ, craint qu'un éventuel gouvernement du Parti québécois mette en péril l'accord auquel elle est parvenue avec son homologue de Terre-Neuve, Tony Wickham. Donc, à l'aube de la campagne électorale, on voit que la première ministre, Christine Fréchette, voudrait possiblement en faire un enjeu électoral. Est-ce que ça le sera? Vous avez les détails, analyses dans le Devoir de ce matin. C'est aussi ce qui retient l'attention de la presse. Une nouvelle Bay James, donc le Québec et Terre-Neuve et Labrador, qui ont signé un accord historique pour créer le plus gros projet d'énergie renouvelable en Amérique du Nord. Dans l'éditorial de Paul Journet de ce matin, il titre « C'est Hydro qui négociait ». Christine Fréchette n'avait pas la légitimité pour négocier une nouvelle entente d'au moins 45 milliards de dollars avec Terre-Neuve, répète le Parti québécois. Mais la perspective du pouvoir rend le chef Paul Saint-Pierre Plamondon plus prudent. Dans les derniers mois, le PQ a conspué donc cette entente, mais hier, M. Saint-Pierre Plamondon a ajusté le tir en disant qu'il promet de prendre le temps d'analyser l'entente. Donc voilà pour ce changement de position de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ce que dit essentiellement Paul Journet dans son éditorial, c'est que c'est Hydro-Québec véritablement qui menait les négociations et que si M. Saint-Pierre Plamondon prend le pouvoir, son équipe va s'asseoir avec la direction d'Hydro-Québec. Et face à des experts d'Hydro, le chef péquiste devra montrer comment on pourrait modifier le financement, le prix payé ou la structure de propriété afin que le Québec obtienne plus sans perdre l'appui de Terre-Neuve et Labrador. Une discussion qui risque d'être compliquée et longue, dit Paul Journet, donc qui revient sur cette entente. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, la tournée Trudeau-Perry nous coûte un bras, une protection aux frais du public. L'ex-premier ministre utilise la GRC comme une agence de sécurité privée, disent des sources au Journal de Montréal et au Journal de Québec. On sait que Justin Trudeau a voyagé aux 4 coins du monde avec sa nouvelle flamme, Katy Perry. Semble que ça coûte cher aux contribuables parce qu'il bénéficie toujours de la protection de la GRC, même s'il a quitté la vie politique. 3 sources aux frais du dossier ont parlé au bureau d'enquête et on dit que des agents de la GRC accompagnent régulièrement l'ancien premier ministre pour veiller à sa sécurité, et ce, malgré la sécurité déjà présente autour de la chanteuse. Mais la GRC ne donne pas de chiffres sur combien ça coûte, mais clairement, selon des sources du Journal de Montréal et du Journal de Québec, des agents de la GRC en fonction accompagnent le premier ministre un peu partout alors qu'il s'est déplacé pas mal au cours des derniers mois.
Oui, course contre la montre et il en sera beaucoup question encore aujourd'hui, même si on en parle quand même depuis plusieurs mois de ces tarifs. Là, il y a de nouvelles menaces d'imposition de tarifs de la part du président américain Donald Trump à partir de demain, donc moins de 24 heures pour en arriver à une entente droit de douane de 50 % sur toute une série de produits. Alexandre Lepoutre est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Mathieu. Alors oui, le Canada se prépare désormais à tous les scénarios. Oui, d'abord, il y a encore l'espoir quand même d'arriver à un accord d'ici ce soir, de convaincre les États-Unis de ne pas mettre leurs menaces à exécution. Ça a été d'ailleurs un travail intensif en coulisses entre les négociateurs. Ça a continué encore hier. Mark Carney et Donald Trump se sont entretenus hier au téléphone d'ailleurs, sans qu'on sache le contenu ni la durée de l'appel. Mais de l'aveu du Premier ministre, ces négociations sont difficiles. Il reste à peine quelques heures. On va écouter le ministre des Relations Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, suivi de Mark Carney. Ben, notre travail continue. On va continuer à faire notre travail. We're going to continue working. Our job is not yet done. Nous sommes en train de négociations très intenses, très délicates. Ce n'est pas le moment d'avoir une négociation en public. On a des options. On a des options ici au Canada. J'ai des plans pour n'importe quelle situation. Bon, il semble que le Canada serait toujours prêt à faire des concessions. Oui, notamment à remettre l'alcool américain sur les tablettes. Alors, c'est une compétence provinciale, mais Ottawa pousse les provinces à lever ces restrictions. Donc, première chose. Deuxième point, des concessions sur les produits laitiers. Là-dessus, on n'a pas de détails, mais a priori, il n'est pas question de toucher à la gestion de l'offre. Et puis, il y a d'autres secteurs litigieux comme ça, l'automobile, le bois d'œuvre, l'acier. Le Canada voudrait profiter de ces négociations pour avoir des gains, pour lever les droits de douane qui existent déjà. Mais selon la professeure à l'Université d'Ottawa, Geneviève Dufour, Ottawa devra faire des concessions. On n'a comme pas vraiment le choix. On fait face à un monstre commercial qui s'adonne à être notre principal partenaire commercial, notre voisin. On est face à une administration qui va violer le droit, peu importe. Donc, on n'a pas le choix de se dire, on va accepter quelque chose pour arrêter l'hémorragie. Mais tout ce qu'on va donner, sachons-le, on risque de jamais le retrouver. Et si les droits de douane en question de 50 % entrent en vigueur, Ottawa pourrait décider de riposter. Oui, ça c'est l'autre scénario, Mathieu. Si aucun accord n'est trouvé d'ici ce soir, le Canada pourrait contre-attaquer avec des nouveaux tarifs sur les produits américains. C'est en tout cas ce que pense l'ancien Premier ministre du Québec, Jean Charest, qui est aussi membre du Conseil sur les relations canado-américaines. Alors le fédéral fait quoi actuellement? Il négocie, mais le gouvernement fédéral prépare également, dans l'hypothèse où il y a un échec, une réplique. Et il y aura aussi des mesures de soutien aux travailleurs et aux industries qui se préparent actuellement au gouvernement fédéral. Ils le prennent très au sérieux. À l'étape actuelle, il faut une réplique. Le Canada est un des seuls pays à avoir fait des contre-tarifs contre les Américains, en particulier dans le secteur de l'automobile. Et maintenant, Alexandre, comment se préparent les entreprises des secteurs visés? Comme toujours, on a eu un peu l'habitude au cours de la dernière année, avec beaucoup d'appréhension, beaucoup d'incertitudes, surtout que tout peut changer encore d'ici ce soir, donc c'est vraiment des montagnes russes. Je rappelle quand même les produits touchés, les produits laitiers, le miel, les fleurs, l'alcool, l'automobile, le ciment ou encore les meubles, c'est très varié. Là-dessus, écoutons Julie Saint-Arnaud, présidente de l'entreprise UP Meubles. C'est pas banal, c'est catastrophique ce qu'on vit. Je sais qu'on n'est pas la seule industrie, mais c'est catastrophique de devoir gérer une entreprise dans ce brouillard-là, les yeux fermés. On n'est pas à l'étape de penser faire produire une partie de la production aux États-Unis. Est-ce qu'à long terme, vraiment, là, les tarifs 50 % ça continue à long terme? Est-ce qu'on l'envisagerait? Probablement. Et donc, Mathieu, la date butoir, l'heure butoir approche. Et donc, ce soir, tout peut changer d'ici là encore. On va suivre ça aujourd'hui, certainement. Merci, Alexandre. Je vous en prie. Bonne journée. Angélique Kidjo, que vous entendez, qui aura donc son étoile, Julie-Jasmine Boudreau, sur le Walk of Fame à Los Angeles, à Hollywood. Oui, c'est ça. C'est la première chanteuse africaine à obtenir cet honneur-là. Ça avait été annoncé il y a 1 an et ça l'avait mise en joie, avait-elle dit. Alors, 66 ans, 40 ans de carrière, 5 Grammy. Elle a ouvert, évidemment, la voie aux artistes africains sur la scène internationale. Et elle a dit, oui, je suis la première chanteuse africaine, mais certainement pas la dernière à obtenir mon étoile. Alors, elle sera à Hollywood aujourd'hui. J'en profite pour vous dire qu'elle
Elle sera à Montréal aussi là, en février, si jamais vous voulez vous acheter vos billets. Puis un petit peu plus tard, là, au printemps, à Vancouver et Calgary pour Angélique Kidjo. Voilà donc cérémonie aujourd'hui. Oui. Avant même sa sortie en France, le livre de l'auteur québécois d'origine haïtienne dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, Téléson Aurélien, fait parler de lui. Oui, et je vous avais dit retenez ce nom au printemps parce que son livre est sorti ici. Et donc, c'est son tout premier roman. Ça s'appelle C'était ça ou mourir. Et là, les échos sont extrêmement positifs. Je vous avais dit, les droits ont été achetés par Grasset parce que c'est chez Boréal que c'est publié ici. Alors, le HuffPost, en fait, en l'ancien temps, on dit Huffington Post. Oui, c'est ça. Le HuffPost France disait que ce sera le phénomène de la rentrée littéraire. Et ça, c'est sur, je dirais à peu près 400 quelques nouveaux romans. On parle d'une œuvre événement à la fois haletant et déchirant. Et Radio France Internationale lui consacre un très long papier. À vrai dire, c'est une entrevue portrait de Téléson Aurélien. Donc, c'est sur son site et on le positionne vraiment comme l'un des auteurs phares de la rentrée. Alors ça donne vraiment un très, très grand coup de pouce parce qu'on sait que la saison des prix littéraires, généralement, ça se passe au mois d'octobre. On peut penser au Médicis, Goncourt, Renaudot. Puis, il y aura les longues listes d'abord là, en septembre, puis ensuite les courtes listes. Mais certainement, là, c'est vraiment... il y a le vent dans les voiles avec ce livre-là qui parle bien sûr de la vie d'un migrant. Oui, donc voilà. Un des livres les plus vendus d'ailleurs, La journée du 12 vous avez août. raison. La journée, j'achète un livre québécois, je pense le deuxième, vous me disiez, livre le plus vendu. Le biopic sur les Beatles est bel et bien en marche. Oui, parce que dimanche, à Londres, sur le passage piétonnier, tout juste en face de Abbey Road, le fameux studio, on a vu des acteurs avec des cheveux longs, des pattes d'éléphant. On s'est dit, tiens, et là, ça fait... produire la scène de la photo, évidemment. Du disque d'Abbey Road, exact. Bien sûr, je pense la pochette la plus célèbre de toute l'histoire de la musique. Alors, on a retrouvé ça, bien sûr, des images, ça fuite un peu sur les réseaux. On avait un Paul, un John, un George et un Ringo. Et c'est vraiment un projet hors norme. Ce ne sera pas un biopic traditionnel. Ça va se faire en 4 films, OK? C'est-à-dire un film par personnage, imaginez. Budget, 400 millions de dollars seulement. Généralement, un film, c'est entre 40 puis, 65 millions. Et c'est Sam Mendes, réalisateur britannique, qui réalise. Et ça va sortir quand? Avril 2028. Donc, on a le temps de voir d'autres choses fuiter d'ici là. Un petit bout des Beatles, tiens. Et pour terminer, un nouveau venu dans le milieu de la musique, mais dont le nom complet est très connu. Oui, exactement. Si je vous disais Xavier James Trudeau, ça vous dit quelque chose? Ah oui, mais j'ai vu récemment, en tout cas, son père danser dans une quincaillerie sur sa musique. C'est le fils de Justin Trudeau. Exactement, c'est ça. C'est qu'on parle beaucoup de ça, de cette vidéo, le débouche-toilette à la main, mais on connaît pas tant que ça sa musique. On va en écouter un petit bout. You know, I wanna go downtown. No way I'ma slow things down. Hands on your body now. And your mind's on tilt. You know, I wanna go downtown. Watch your body spin right round. 'Cause I get so high when you're by my side. You know, I wanna go. Alors, nom d'artiste Xav, et il a fait ce titre-là, son entrée au top 40 du Billboard Canada, alors ce qui est quand même pas banal. Alors voilà pour sa musique. Il maîtrise bien les codes de pop et R&B quand même. Peut-être avoir de l'aide d'une certaine Katy Perry. Belle maman. Merci beaucoup, Julie-Jasmine. Bonne journée. Je me tourne vers Marie-Michel Borduas qui est en studio. Bonjour, Marie-Michel. Bonjour, Mathieu. Ce qu'on va surveiller aujourd'hui, cette annonce, qualifiée de majeure par le chef du Parti québécois. Oui, Paul Saint-Pierre Plamondon qui va faire une déclaration en fait sur la tenue d'un référendum sur l'indépendance du Québec. Selon nos informations, ne compte pas reculer sur sa volonté de tenir un référendum s'il est élu à la tête du gouvernement, mais souhaiterait donner des précisions sur le cadre référendaire avant la campagne électorale. L'annonce sera faite sur les réseaux sociaux du chef péquiste dans environ 2 heures. Nos collègues de la colline parlementaire à Québec vont couvrir tout ça. Et Ottawa doit faire le point un peu plus tard aujourd'hui sur la saison des feux. Voilà, feux de forêt. les ministres de la gestion des urgences et des services aux Autochtones qui vont tenir une séance d'information en journée. Il y a quelques 560 incendies toujours actifs à l'échelle nationale, la plupart non maîtrisés. Les territoires du Nord-Ouest sont les plus touchés. La Colombie-Britannique, l'Ontario également compte une centaine de brasiers chacun. Il y a aussi le chef parlementaire du NPD, Don Davis, qui va lui tenir une conférence de presse pour dénoncer la réponse du gouvernement fédéral. On va surveiller tout ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Merci d'être des nôtres. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée, bon mardi. Il y a beaucoup de bonne musique country québécoise. C'est pour danser, c'est pour la fête. Même les chansons très, très, très tristes.
Écoutez Ici Musique Country, une nouvelle radio musicale sur Radio-Canada Audio.